Honnêtement, je savais dès les premières minutes que cette histoire finirait mal. Après des siècles de galères en tout genre, on développe tout naturellement une sorte de détecteur à emmerde. Et ce matin-là, tous les signes étaient présents. Les événements s'enchaînaient de la pire des manières possibles pour me pourrir l'existence. Nous étions en pleine période de Noël, certainement celle de l'année que j'exècre le plus. D'une part parce que c'est une fête familiale et qu'il n'y a rien de pire pour un immortel qu'une occasion de lui rappeler qu'il est seul comme un chien, et d'autre part parce qu'au moment de ma naissance, on n'avait même pas encore eu ne serait-ce que l'idée de celle du Christ. Alors le vieux barbu en rouge, vous pensez bien si on s'en cognait. Depuis plusieurs siècles déjà, j'associais donc cette période à ce qu'il y avait de pire au monde, et elle me le rendait bien. Ce matin-là, notamment, les catastrophes avaient commencé dès mon réveil. Lorsque j'avais marché sur un cendrier en verre, oublié la veille à côté du canapé, avant de me broyer le genou contre la table basse en voulant dégager mon pied des éclats. Je ne savais pas ce qui était le plus douloureux, des entailles ou du choc, mais j'aurais dû comprendre dès ce moment-là qu'il s'agissait d'une sorte d'avertissement cosmique m'invectivant d'allumer un pétard et d'aller me recoucher. Malheureusement, les siècles ont beau s'accumuler, on ne change pas un caractère comme le mien, et j'étais bien résolue à ne pas me laisser battre par une table basse, fût-elle aidée d'un cendrier. C'est ainsi que je me retrouvais dans le métro, couvert du vomi d'un clodo qui m'insultait sans raison, me hurlant dessus que j'étais la putain de Babylone, le diable fait femme venue dévorer le monde, et qu'il allait m'empêcher de nuire à tout prix. Il s'y serait volontiers employé d'ailleurs, si d'autres voyageurs n'étaient intervenus pour me porter secours. Le message était une fois de plus parfaitement limpide. « Retourne dormir !» Il aurait fallu qu'il soit inscrit en lettres de feu dans le ciel pour être plus clair, et pourtant, j'insistais encore. J'avais donc dû jeter mes affaires, et notamment un superbe blouson en cuir Anarchy in the UK, qui m'avait coûté un bras, mais me rappelait une grande période de ma vie, empestant désormais la vinasse pour en acheter de nouvelles. J'avais inspecté rapidement les magasins alentours avant de me rendre à l'évidence. Si je ne voulais pas me promener en maillot de bain, j'étais condamnée à investir dans un superbe pull rouge à pompons blancs et imprimé serre, seul vêtement du coin à ma taille. L'univers me harcelait et ce n'était qu'un début. C'est ainsi que je me retrouvais finalement dans une cage, baignant dans mon propre sang, fouetté à coups de chat crevé par une vieille clodo hystérique, mais je saute des étapes et je vous perds un peu. Reprenons du début. Cela faisait maintenant quelques semaines que j'avais découvert le puits des passeurs dans les catacombes. Ne pouvant le déplacer, je l'avais protégé magiquement par un sort d'illusion. L'accès était suffisamment compliqué pour que peu de gens puissent le trouver par accident, et mon sort le rendait désormais quasi inaccessible, même pour ceux qui connaissaient son emplacement. Rassurée, j'étais naturellement passée à autre chose, et pourtant cette affaire n'avait eu de cesse de me hanter. À ma connaissance, un objet aussi puissant ne s'éveille pas seul et surtout n'influence pas aussi grossièrement ses victimes. Pourquoi m'aurait-il menacé d'une fin du monde si ce n'était pas effectivement le cas ? Cela faisait un moment que l'impression troublante qu'un événement catastrophique approchait me tenaillait, et cette histoire de puits m'apparaissait comme une confirmation. Quelque chose de terrible se préparait et je devais en apprendre plus si je voulais l'empêcher. Il fallait que j'en parle à quelqu'un et j'étais presque certain de savoir qui pourrait me renseigner. Je l'avais rencontré durant l'exposition universelle de Paris de 1989 et nous y avions affronté un singe volant tueur. Pas de commentaire, c'était une autre époque. Depuis, nous nous recroisions à l'occasion de nos aventures respectives. Il s'appelait Noël et prétendait être le vrai Père Noël. C'était un vagabond, et d'aussi loin que je le connaissais, il avait toujours vécu dans la rue. Un jour que nous avions passablement bu, je lui avais demandé ce qu'il foutait à Paris s'il était le Père Noël. Il m'avait répondu le plus naturellement possible du monde, mais non sans ironie. « T'as déjà essayé de faire la manche au pôle Nord ?» C'était une défense imparable, surtout avec 2,8 grammes dans chaque paupière. Il m'avait ensuite expliqué le complot mis en place par les marchands de soda et de jouets pour se débarrasser de lui. Du jour au lendemain, il s'était retrouvé à n'être plus qu'un mythe, une jolie fable pour enfants. La majeure partie des gens le considéraient comme un dingue, mais j'aimais bien son histoire et pour ma part, je préférais le croire. Si je voulais voir Noël, c'est qu'il avait une connaissance approfondie de Paris et de ses arcanes, et si quelqu'un était à même de me renseigner sur les passeurs et leur foutu puits, c'était assurément lui. Je fis donc la tournée des coins où je lui connaissais des habitudes, interrogeant plusieurs autres sans domicile qui avaient l'habitude de le fréquenter, mais la réponse semblait toujours la même. Noël avait disparu depuis plusieurs jours. Je remarquais d'autre part une atmosphère étrange, une menace latente, une sensation de danger omniprésente que je n'avais jamais constatée aussi violemment dans ce milieu. Me vint l'idée saugrenue que je n'aurais probablement pas de réponse à mes questions et qu'il était peut-être temps d'aller voir la police.
Si j'évitais en général de travailler avec eux, je gardais toutefois toujours quelques contacts pour ne me fermer aucune porte en cas de besoin. Je savais bien qu'ils n'étaient pas du genre à enquêter sur des disparitions de clochards, mais c'était le moyen le plus rapide de m'assurer que Noël était encore en vie. Ce n'était pas le genre d'homme à passer accidentellement sous un bus, mais avec le temps, quelqu'un aurait pu estimer qu'il commençait à en savoir trop. Une visite rapide du commissariat le plus proche, beaucoup plus rapide que je ne l'aurais pensé, ne m'apprit pas grand-chose sur mon ancien compagnon, mais beaucoup sur moi. La première chose qui frappa mon regard en arrivant dans le bâtiment fut une affiche annonçant que Josette Chaumont, 16 ans, était en fugue et que ses parents la recherchaient activement. Je reconnus immédiatement la jolie gothique dont j'utilisais le corps et ne pris pas la peine d'aller plus loin. Tournant les talons le plus naturellement possible avant que quelqu'un ne voie mon visage, j'allais me réfugier dans la ruelle sombre la plus proche à vive allure pour reprendre mon calme. Mon hôte avait effectivement une bonne raison de se suicider. S'appeler Josette pour une ado, c'était la promesse d'au moins 50 ans de moquerie à venir, sans parler de celle qu'elle avait déjà dû endurer. Ces considérations mises à part, la situation craignait vraiment. S'il y avait bien une chose que je détestais lors de mes changements de corps, c'était de prendre possession d'un mineur. Non pas que j'ai un quelconque code moral sur ce point, c'est juste que cela compliquait inévitablement ma vie. La famille était toujours plus désireuse du retour de leur enfant et surtout elle avait le secours de la police. J'étais bonne pour faire profil bas pendant les 2 ans à venir. Ça promettait d'être de très longues années. Je n'avais toujours pas la moindre idée d'où pouvait se trouver Noël et pas même de s'il était vivant. Je me décidai donc à poursuivre mon enquête en interrogeant les urgentistes du SAMU social, les volontaires de la Croix-Rouge et d'autres associations pour essayer d'en apprendre plus. Je connaissais un peu le milieu de l'extrême précarité pour l'avoir moi-même expérimenté par le passé dans des périodes un peu sombres de ma vie. Mon regard était donc loin d'être vierge. Je savais comment tout cela fonctionnait. Pour survivre, il fallait être dur ou fou, et souvent un peu des deux. Malgré tout, dans mon souvenir, il restait encore beaucoup d'humanité chez les plus démunis. C'est souvent lorsqu'on perd tout qu'on apprend la vraie valeur des choses. Pourtant, je fis un constat que j'étais loin d'imaginer. Au cours de la journée, en interrogeant des pauvres aux 4 coins de Paris, je manquais de me faire violer 3 fois, assommer à coups de bouteille 2 fois et mordre 1 fois. La rue semblait devenir folle, et c'est également le triste état des lieux que faisaient les urgentistes. Malgré l'arrivée encore récemment d'une nouvelle association très efficace, la situation semblait plus que jamais hors de tout contrôle, et les bénévoles se sentaient démunis. Cela se pressentait d'ailleurs dans l'opinion publique qui, là où ils se révoltaient jadis devant les petites phrases politiques jetant l'opprobre sur les plus nécessiteux d'entre nous, n'offrait désormais plus qu'un silence gêné, lourd de sous-entendus. Il me sembla même que les temps n'étaient plus très loin où le peuple demanderait de lui-même aux politiques de régler définitivement le problème des sans-domicile. Malheureusement, j'étais impuissante face à ce triste constat. Le social n'ayant jamais été mon domaine de prédilection et la magie ne pouvant tout résoudre. Mon investigation porta toutefois ses fruits. J'appris par un bénévole que Noël avait souvent été vu en compagnie d'une nouvelle venue dans la rue et qu'il l'avait, semble-t-il, pris sous son aile. Puisque l'enquête sur Noël ne menait pas à grand-chose, je me décidai à me réorienter sur cette mystérieuse SDF. J'appris ainsi qu'elle s'appelait Simone, qu'elle était mère célibataire à la rue depuis 2 mois et qu'elle avait perdu la garde de ses enfants très récemment. Aux dernières nouvelles, elle avait réussi à sortir de la rue grâce à Soutien Vital, une nouvelle association offrant soutien moral et physique et aidant à la réinsertion. L'association semblait avoir beaucoup d'influence, notamment au niveau de la police, et avait, selon les bénévoles de la Croix-Rouge avec qui j'en discutais, réussi à sortir de nombreuses personnes de la rue. C'était au moins une bonne nouvelle et surtout une piste sérieuse. Simone était la dernière personne à avoir vu Noël. Elle pourrait sûrement me renseigner, et Soutien Vital devait savoir où la trouver. Je me posais donc dans un bar proche de leur zone de passage pour attendre l'arrivée d'un de leurs vannes. Je ne tardais pas à être exaucée. Après 2 bières à peine, se pointait une camionnette blanche arborant leur logo. Je finis ma mousse d'un trait, ce qui sembla surprendre quelques habitués. Heureusement que j'avais gardé ma fausse carte d'identité, et me précipitais dehors. Tandis que j'approchais du van, 2 bénévoles remettaient des plateaux repas à un groupe de clochards assis sur un banc. Je remarquais qu'ils étaient bien approvisionnés. La camionnette était remplie de cartons de nourriture taille de ouf et de médicaments lymphatèques. Voyant que je tournais autour d'eux, l'un des volontaires, une jolie petite blonde au sourire charmant, m'interpella. « Bonsoir ma petite, tu as besoin de quelque chose ?»
me fit-elle en se penchant vers moi, pleine de commisération. Si ma nouvelle apparence m'avait fait perdre beaucoup en crédibilité, c'était également le cas de mon nouveau pull. Difficile d'être prise au sérieux dans ces conditions. Je devais donc m'adapter et revoir entièrement mon approche. Bonsoir, fis-je de ma voix la plus fébrile et tremblotante. Je peux t'aider, ma petite? Tu veux manger quelque chose? Je cherche ma maman. Tu l'as perdue? Demanda la volontaire avec une mine attristée des plus craquantes. Elle s'appelle Simone. On m'a dit que vous lui aviez trouvé un logement. Simone comment? Intervint brutalement un des autres volontaires. Un grand brun à l'air niais qui avait écouté toute la discussion, dans l'espoir évident de se taper la blonde en démontrant son efficacité. Mon envie de le taper était presque aussi forte que celle de me faire du mal. Je n'avais même pas pensé à demander le nom de famille de cette Simone, et j'avais plutôt intérêt à réagir vite si je ne voulais pas perdre tout le crédit de mon improvisation. J'éclatai en sanglots. La blonde me consola immédiatement, renvoyant son collègue dans les cordes. 1 point pour moi. Entre 2 gémissements simulés, je hoquetais un discours mélodramatique sur l'absence maternelle, tout en plongeant avidement ma tête dans sa poitrine qu'elle avait fort accueillante. Elle m'avoua finalement qu'il n'avait pas le droit de révéler ce genre d'informations, mais elle me donna les coordonnées de leur siège social, que je puisse essayer de leur demander directement. Elle me proposa un panier repas pour me remettre de mes émotions. Le temps qu'elle aille le chercher, j'avais disparu. Je regrettais un peu de fuir ainsi. Elle était vraiment jolie, et je lui aurais volontiers fait visiter les jardins de Sappho. Mais cela aurait été trop compliqué vu la situation, et je commençais à m'inquiéter de celle de Noël. Je me rendis donc sans tarder au siège social de Soutien Vital, un bâtiment haussmannien assez typique de Paris, mais plutôt mal entretenu. Il y régnait encore un peu d'animation, et cela ne durerait à l'évidence plus très longtemps. J'étudiais les possibilités d'entrée qui m'étaient offertes. Elles se limitaient en gros à la porte principale. Il était temps de mettre un peu de magie dans cette affaire. Les plus taquins d'entre vous protesteront peut-être d'ailleurs que pour un magicien immortel, j'y vais plutôt chichement sur la magie. Je leur répondrai tout d'abord que je les emmerde, parce que ça va 5 minutes les remarques désobligeantes. Puis, que la magie est un art dont on ne doit pas abuser. Elle a un prix, des procédures, bref, à en user à tort et à travers, c'est prendre un risque certain de se réveiller un matin avec la tête à la place du cul ou que sais-je encore. Ma tête étant très bien où elle se trouve, j'ai choisi depuis plusieurs siècles déjà de ne pas gaspiller mon art et de n'user de mes pouvoirs qu'en dernier recours. Genre, maintenant. Je me dirigeais donc très naturellement vers l'accueil de l'association et montais dans les étages. À l'exception d'une fille à la réception, je ne croisais que 2 autres femmes dans l'escalier en train de papoter de Colin Firth. Qu'on m'explique d'où lui vient ce succès féminin? Aucune ne me remarqua. J'étais complètement invisible à leurs yeux. Pratique, n'est-il pas? Je peux devenir invisible, et d'autres choses, à volonté. Enfin, à quelques nuances près. Ça n'affecte ni les animaux, ni les appareils électroniques, et surtout pas les systèmes de détection magique, puisque, au contraire, utiliser ce pouvoir brûle une grande partie de mon énergie psychique, laissant derrière moi un résidu des plus identifiables. Je poursuivis mon inspection jusqu'à un bureau ouvert au fond du 1er étage. Je m'y cachai en écoutant les 2 commères descendre. Peu de temps après, les lumières s'éteignirent dans l'entrée et j'entendis la porte claquer. Il n'y avait plus d'autre bruit dans le bâtiment que le glouglou du distributeur d'eau. J'étais enfin seule. Mon investigation pouvait commencer.
Bonjour à tous, merci d'avoir regardé ce 3e épisode de Diamant, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez peut-être remarqué que c'est une nouvelle formule, puisque cette fois j'ai divisé un peu les épisodes, donc vous aurez la suite d'ici 2 semaines, et ça fait des épisodes un peu plus courts, peut-être plus digestes pour certains qui trouvent ça long. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, il y a le petit logo qui apparaît à l'écran, et sinon vous pouvez revoir les anciens épisodes. Ou pourquoi pas, puisqu'en ce moment j'ai un petit crowdfunding qui est en cours de route, vous pouvez aller voir, c'est pour la sortie de mon prochain roman qui est aussi de l'urban fantasy, avec autant d'humour et d'action, donc ça pourrait vous plaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.